Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à l'heure de l'émission E-Tour sur E+. Et aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, une autre personnalité qui va nous parler d'une thématique très importante. E-Tour, aujourd'hui, c'est les changements climatiques que nous avons choisi comme thème. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous, il s'appelle Monsieur Yao Konko. Il est président de l'association APED, Action pour l'environnement et le développement durable, et il est en charge au ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous le recevons. D'abord, bonjour Monsieur Konko Yao. Bonjour Monsieur Hervé. Est-ce que vous portez bien? Oui, je vais très bien. Et dans l'ensemble? On rend grâce à Dieu, tout va bien. Voilà. D'abord, on va savoir qui est exactement Yao Konko. Alors, M. Yao Konko, comment est-ce qu'on peut identifier, bien par quelle activité, par quel titre on peut reconnaître Yao Konko? Merci beaucoup. D'abord, comme vous l'avez déjà souligné, je suis le président de l'association APED, Action pour l'environnement et le développement durable. Nous sommes basés au Togo. L'association est créée depuis 2016. Nous intervenons beaucoup plus sur la gestion de l'environnement, du climat et des ressources naturelles. Dans ce sens, quel a été votre parcours avant d'arriver à la constitution de l'association? Oui, concernant mon parcours, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis également titulaire d'un master en aménagement des territoires tropicaux. Et je suis actuellement docteur en changement climatique et j'interviens beaucoup plus sur le climat et la gestion des ressources naturelles. J'ai aussi un bon background sur les volets du SIG, le système d'information géographique et aussi les géomatiques. Vous êtes aujourd'hui au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Bien sûr. Et vous êtes intervenu dans le domaine de la gestion des eaux. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, si on se réfère à votre association, qu'est-ce que vous avez fait déjà sur le terrain? Concernant notre association, nous intervenons beaucoup plus en appui. Nous appuyons souvent les activités sur le terrain, les reboisements, voilà, les actions, les pratiques durables et les actions respectueuses de l'environnement. Alors, revenons un peu de dans votre action entre l'association et le service. Comment vous gérez ces deux côtés? Bon, l'association APED, je ne suis pas le seul, c'est toute une équipe. Bon, moi je coordonne, mais les éléments sont là. S'il y a des choses à faire, on travaille ensemble. Bon, et voilà. La thématique d'aujourd'hui qui nous amène vers vous, il s'agit du changement climatique. Ouais. D'abord, une définition pour que les gens qui nous suivent puissent savoir ce que c'est exactement. Bon, les changements climatiques, je dirais simplement que c'est le changement du climat sur une longue période, au moins 30 ans. C'est ce qu'on entend par changement climatique. Maintenant, l'origine, elle est beaucoup plus anthropique, c'est-à-dire liée aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans ce sens, on a deux volets. Les gens parlent de l'atténuation au changement climatique, d'autres adaptations. L'atténuation, c'est beaucoup plus pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Et les adaptations, c'est beaucoup plus les actions à mener localement. Et puis aussi un peu plus global pour pouvoir adapter au changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui et remarquer qu'il s'agit de changement climatique? Bon, aujourd'hui, c'est déjà une évidence. Quand nous voyons déjà la hausse des températures, ce qui était avant, ce n'est plus maintenant. Il y a certaines espèces animales que nous retrouvons avant. Maintenant, ces espèces ont migré. Ils ne sont plus dans leur habitat naturel. Ils ont bougé. On a par moment une concentration des pluies sur une courte période. Après tout, on a des sécheresses sur une longue période. Je dirais que c'est quelques actions,
quelques événements qui peuvent illustrer la pertinence des changements climatiques. Entre changement climatique et érosion côtière, est-ce qu'il y a, disons, Un lien, voilà. Oui, oui, exactement. Vous voyez, quand nous partons sur l'élévation des températures, les températures qui s'élèvent engendrent la fonte des glaciers en haute mer. Voilà. Et quand la glace fond, ça fait que le volume de l'eau augmente. Une fois que le volume de l'eau augmente, nous, on l'aperçoit au niveau de la côte. On voit un débordement que nous appelons érosion côtière. Ce qui veut dire que le lien est très... Oui, voilà. Le lien est tellement visible. À cela aussi, ça ajoute aussi le mouvement des vents et des marées, les vagues, tout ça là, ça amplifie aussi ce phénomène d'érosion côtière. Nous sommes au Togo et quelle est donc la situation actuelle du changement climatique qu'on vit au Togo? Oui, actuellement, les changements climatiques sont perçus dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure, on parlait de l'érosion côtière. Exactement. Si nous prenons notre côte, depuis Aflao jusqu'à Gilakondi, l'érosion côtière est observée. On voit des gens qui sont déplacés et même sur le terrain, quand on intervient, on demande aux gens, ils disaient que voilà, chez eux avant c'était là-bas dans la mer et qu'à cause de l'avancée de la mer, ils se sont repliés un peu. Donc actuellement, avec les données qui sont à notre niveau, beaucoup plus les données satellitaires, nous avions identifié des hotspots de l'érosion côtière. Par exemple, si nous prenons la période la plus récente de 2015 à 2022, nous avons un hotspot érosion côtière au niveau de Alogavi, au niveau de Vikeme, Agbavi et Baguida. C'est en fait les zones où l'érosion côtière a été... Voilà, ça s'est ressenti beaucoup plus au cours de ces 5 dernières années passées. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi un hotspot positif où là, on n'a pas d'érosion, mais c'est plutôt un gain de terre et l'accumulation. Ah bon, il a eu ça au Togo? Oui, il y a ça. Et cette zone s'observe après le port en allant vers le Ghana. Donc, la zone de Adaoulato, il y a cette zone-là où il y a ce gain de terre que nous observons. Mais juste un peu plus, en allant encore vers beaucoup le Ghana, l'érosion encore a repris dessus. Donc, voilà. Si on revient sur ce point d'érosion et la situation au Togo, et vous avez énuméré certains, disons, certains villages, oui. Baguida, aujourd'hui, qu'est-ce que ces populations vivent? Oui, vous voyez, l'érosion cocotière, ce n'est pas facile pour les populations. Ce n'est pas facile que la population sache que j'étais ici, après chaque moment il faut déménager. Et vous voyez, ce n'est pas seulement le côté habitant, vous voyez. Même les activités socio-économiques sont affectées parce que c'est tout un système. Quand ça intervient, quand ça perturbe les habitats, c'est toutes les activités liées, ils sont perturbés. Les services écosystémiques rendus par la mer, tout ça là, tout ce tempérament-là est perturbé. Mais vous savez, en temps, quand on parle souvent de l'avancée de la mer, oui. Il y a les gens qui ne croyaient pas. Oui. Aujourd'hui, le physique est là, oui. On voit tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ces personnes qui sont à la côte, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'actuellement, c'est une évidence. Mais même quand tu vas au niveau de la côte, tu vas voir certaines maisons emportées. Oui. Et également, tu vas voir qu'il y a aussi certaines actions. Les gens ils ont mené certaines actions pour pouvoir limiter l'avancée de la mer sur le continent. Et il y a la pose des trucs là, les digues, tout ça là, oui. Pour pouvoir contrecarrer la vitesse rapide de la mer. Mais au fait, la situation de l'érosion côtière au Togo, moi je pense personnellement et je suis convaincu que l'approche que nous devrons adopter doit être approche globale. C'est-à-dire que ne pas intervenir uniquement sur des portions
de la côte, mais prendre l'aménagement de toute la côte et pouvoir faire les études qu'il faut. C'est pour cela que je me réjouis de l'effort élaboré jusque là où on a actuellement un schéma directeur de l'aménagement du littoral. Donc, avec le projet Waka qui oui, est... évidemment, c'est vraiment un document louable et je pense que la mise en œuvre de ce document vraiment aidera à améliorer la situation de l'érosion côtière au Togo. Et le lancement a été fait récemment par le Premier ministre, Madame Vijatou à Anéro, avec la présence des confrères du Bénin. Avec lui. Là, il faut dire, si on revient un peu chez nous, quel est le pourcentage estimé pour ces risques, d'abord pour le changement climatique au Togo, au niveau de l'agriculture? Parce qu'il faut qu'on touche un peu du jour l'essentiel. Oui, et ce que nous allons dire, d'abord au niveau de l'érosion côtière, les données satellitaires que nous avions nous ont montré que nous sommes dans une fourchette de 3 à 5 mètres par an. C'est une moyenne. Oui. L'avancée de la mer. Oui, voilà. Quand la mer avance, chaque année, 5... Oui, c'est de 3 à 5 mètres par an. C'est une moyenne. Vous parlez de l'avancée de la mer qui, avec chaque année, de 3 à 5 mètres de portion que la mer engloutit chaque année. Alors, si on revient un peu au niveau de la gestion de l'eau pour les cultivateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Voilà. Pour la gestion de l'eau, avec le réchauffement climatique et la sécheresse, nous avons beaucoup les eaux de surface à l'intérieur, même au niveau des agriculteurs. Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Genre, à un moment donné, l'eau tarit dans les retenues d'eau. Et voilà, ce sont ces genres d'effets-là que nous avons. Pour la gestion de l'eau, je pense qu'elle doit être intégrée, c'est-à-dire que les populations elles-mêmes doivent déjà penser aux bonnes pratiques. La ressource eau, elle est limitée, ce n'est pas une ressource infinie. Oui. Donc, pour l'utiliser, ça doit être contrôlé également. Wow. Donc, souvent, nous avons l'habitude de quantifier l'eau. Genre, on donne les volumes qu'il y en a au niveau de la retenue d'eau, à l'étiage, ce qu'il y en est. Et en fonction de ça, on fait les prévisions. Voilà, pour tel volume d'eau, on peut irriguer peut-être 5 à 6 hectares. Mais si ce que les études ont révélé est respecté, la gestion de l'eau elle est efficiente. Mais au cas contraire, cette gestion de l'eau aura des difficultés si la population veut plus exploiter au-delà de la capacité de la retenue d'eau. Alors, l'agriculture, c'est aussi l'effet de végétation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Oui, et l'agriculture et les feux de végétation, bon, je dirais que les feux de végétation ont plutôt tendance à impacter l'agriculture. Oui, voilà. Donc, si même nous en revenons sur cette question des feux de végétation au Togo, on a deux types de feux de végétation. Ouais. Nous avons les feux utilitaires pour la pratique de l'agriculture, voilà, le pastoralisme, oui. Voilà, tout ça là. Et nous avons les feux incontrôlés. Ces feux incontrôlés, ce sont des feux qui créent des dégâts. Donc ce sont des feux qui échappent au contrôle humain et ça crée des dégâts. Si nous prenons le code forestier, la distinction entre les deux feux est claire. Lorsque la superficie brûlée elle est inférieure à 0,5 hectares, on parle de feux utilitaires. Et quand elle est au-delà, nous parlons des feux incontrôlés. Et souvent, j'espère que il y a des moments qu'on définit pour faire ces feux-là. Voilà, oui. Il y a des moments que le gouvernement choisit et dit que voilà, c'est au moins là, c'est la campagne des feux. Et voilà. Mais au Togo, ce que nous avons au Togo, les saisons des feux. Donc, si nous prenons la saison passée, nous avons, d'après les données satellitaires que nous avons exploitées, donc ces données satellitaires ont révélé que pratiquement 10% du Togo a été brûlé. Oui. 10%. Oui,
du Togo a été brûlé. Et si dans les 10%, si nous rentrons dedans, nous avons 21% qui représente les feux utilitaires et 79% qui représentent les feux incontrôlés. Et, bon, et vous voyez à quel point ces feux créent des dommages, parce que si 79% représentent des feux incontrôlés, j'imagine un peu les dégâts que ce soit sur les champs, les savanes, les forêts, tout ce que nous avons comme ressources, c'est ça. Maintenant, quand nous prenons le couvert végétal du Togo, quand on dit que c'est 10% qui est brûlé, maintenant, qu'est-ce qui est brûlé concrètement? Ce qui est brûlé concrètement, c'est les formations végétales. Mais maintenant, à l'intérieur, la formation qui vient en premier lieu, c'est les savanes. Les savanes représentent pratiquement 33%, les savanes. Et maintenant, juste après les savanes, nous avons les cultures et les jachères. Donc voilà ce qu'il y en est actuellement. Alors, si on quitte un peu ce pan de végétation, ça agit alors sur le changement des villes. Oui, exactement. Ça peut agir. Alors, comment est-ce qu'on peut concevoir cela? Oui, ça peut agir. Et vous voyez, quand il y a le feu, il y a la chaleur. Et déjà, au niveau, quand nous prenons le monde rural, quand il y a certains feux qui sont trop proches aussi de certaines localités, ça peut engendrer la chaleur un peu dans cet environnement. Mais quand nous prenons même concrètement la question du réchauffement des villes, c'est une question globale, au fait, parce que actuellement, toutes les grandes villes, quand nous les prenons, on a beaucoup plus de températures élevées dans les villes que dans les fermes. Donc, ce réchauffement est beaucoup plus engendré par les émissions des gaz à effet de serre. Nous utilisons les engins, beaucoup de motos. Quand nous prenons le cas par particulier de Lomé, nous avons tellement de motos qui émettent des gaz à effet de serre. Nous avons des engins, nos activités socio-économiques, tout ceci réchauffe la ville. Voilà. Et là, ça agit sur la santé. Oui, exactement. Quand la ville est chauffée et que tu es là dans la ville qui est chauffée, ton corps, et cela accélère le métabolisme. Oui, du corps. Donc, c'est ça, des effets intrinsèques aussi sur la santé humaine. Alors, à ce propos, si on veut un peu biaiser sur ce changement climatique qui touche les villes et maintenant qui agit sur la santé humaine, que doit faire l'homme pour, disons, réduire un peu, disons, ce changement climatique? Voilà. Le réchauffement des villes, d'abord, pour lutter contre, c'est qu'il faut agir maintenant sur la composante émission des gaz à effet de serre. Et on diminue ces émissions de gaz à effet de serre en allant vers les pratiques et instruments qui n'émettent pas beaucoup ces gaz à effet de serre. Actuellement, je constate dans la ville de Lomé qu'il y a des moteurs électriques. Oui. C'est déjà... Voilà. Ça aide à ne plus dégager assez de... Justement, c'est une bonne pratique. Et puis aussi, quand nous voyons aussi un peu aussi la ville, on a par moment quelques plantes. Et voilà, donc c'est la foresterie urbaine existe, elle est bien à Lomé. Mais si on peut agir sur ces composantes-là, genre augmenter aussi le taux de couverture au niveau aussi des villes, on aura un peu plus la fraîcheur et puis aussi où on va trouver la terre dans la ville. La ville, tout est urbanisé, les gens veulent mettre des glaciers dans la ville. Oui, et pour la question de la foresterie urbaine, nous n'allons pas forcément aller chercher une terre à quelque part. Voilà. Même nous pouvons faire des actions peut-être sur les alignements des routes. Nous pouvons planter les abords des routes. Voilà, les abords des routes. Nous pouvons encourager les populations à planter des arbres peut-être devant leur maison même, ou bien
un arbre à l'intérieur, quelque chose comme ça. Les fleurs, voilà, c'est tout ce qui est végétal, on peut encourager la population à l'instance. Et puis aussi, nous pouvons aussi aller encore plus loin, pour que peut-être au niveau de chaque commune, qu'on ait peut-être un espace de récréation. Oui. Qu'on ait dans la commune. Des espaces verts, genre, pas espace vert seulement, mais genre un endroit récréatif, bien aménagé, et puis voilà, que la population de la commune puisse peut-être les week-ends aller se récréer. Parce qu'actuellement, quand nous prenons la zone du littoral, toute la population a tendance à aller vers la mer, à la quête de la fraîcheur. Alors qu'on peut on peut en créer ces espaces-là dans chaque commune pour qu'il n'y ait pas d'attroupement au niveau de la mer et que voilà, la récréation puisse être aussi locale au niveau des communes. On peut aussi utiliser les lacs artificiels qu'on crée aujourd'hui. Oui, on peut aménager les alentours. Oui, voilà. Il y a beaucoup de ces actions qu'on peut mener. Ça amène à la mobilité côtière aussi. Oui, justement. Donc, si nous revenons sur cette question de la mobilité côtière, vous voyez, actuellement, la région maritime concentre beaucoup la population togolaise. Nos travaux de recherche nous ont permis d'avoir un peu une idée sur ce qui est en train de se passer en matière de la dynamique des villes et de la dynamique des habitats humains dans la région des maritimes. Donc, si nous prenons la période 1988 à l'an 2000, nous avons observé pratiquement 6 hectares d'expansion des habitats humains par an. Genre, quand nous prenons toute la région maritime, nous avons 6 hectares d'expansion des maisons, habitats humains, des maisons, infrastructures. Nous avons pratiquement 6 hectares par an. Pour la période 88-2000, quand nous prenons la période 2000-2015, nous avons 23 hectares par an d'expansion des habitats. Donc, et si nous revenons maintenant sur la période 2015 à 2021, nous avons 40 hectares par an. La population augmente. Voilà. Voilà. Si les maisons, si les habitats augmentent, c'est que la population augmente. Et actuellement, c'est qu'on a atteint une vitesse où on doit aller maintenant vers des aménagements. Alors, en parlant de cette mobilité avec l'augmentation de la population à chaque année, vu le tableau que vous venez de dresser, et si on touchait un peu le système lagunaire qui est aujourd'hui à notre disposition, et quel est son dynamisme et comment est-ce qu'on peut, disons, gérer cela pour en profiter afin que la vie soit un peu paisible pour nous au Togo. Voilà, et si nous en revenons au niveau du système lagunaire, le lac Togo était en train de s'étaler. Genre, si on prend sa superficie dans le passé et actuellement sa superficie, on a un petit étalement. Les estimations nous donnent à peu près 1 mètre par an, quelque chose comme ça. C'est très petit, mais l'étalement est là. Donc nous avons cela. Donc bon, du coup, si nous prenons le cordon du littoral, compris entre le lac Togo et la mer, nous avons le lac qui s'étale, nous avons la mer qui avance sur le continent, nous avons le cordon littoral qui se rétrécit. Donc les données satellitaires, quand nous avons utilisé les données satellitaires depuis 1988 à l'an 2000, nous avions eu une moyenne de pratiquement 9 hectares par an. Genre, le cordon littoral s'immerge à peu près de 9 hectares par an. C'est ce que nous avons. Mais au même moment, nous avons une forte concentration des populations dans cette zone-là. Et à l'intérieur du cordon littoral, le phénomène n'est pas observé parce que les gens ne sont pas au niveau des berges du lac, mais ceux qui sont au niveau des berges du lac, quand vous les approchez un peu, vous allez voir que les gens hésitent à construire encore un peu plus vers les berges. Voilà. Les gens sont méfiants. Ils sont en train de voir ces zones marécageuses-là qui sont en train d'approcher, voilà, d'approcher un peu au niveau de la
mer. Quand tu vas dans ces zones-là, la côte, tu vas voir des maisons qui sont emportées par la mer. Voilà, c'est un phénomène sérieux et l'aménagement au niveau du cordon littoral doit être à deux niveaux. L'aménagement au niveau des berges, au niveau des berges du lac Togo. Le lac Togo, son aménagement, il faudra peut-être creuser encore, augmenter la profondeur de ce lac pour pouvoir élargir l'assiette de la cuvette et au niveau de la mer, faire des actions durables. Voilà. Comme déjà, ça a déjà commencé. Oui, avec voilà. On prie Dieu que les actions puissent être perpétuelles. Voilà. Alors, à côté de tous ces problèmes, il doit y avoir des bonnes pratiques pour s'en sortir, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques? Bon, les bonnes pratiques, il y en a assez. Il y en a assez. Tout à l'heure, si nous prenons déjà au niveau de la mobilité de la population et du littoral, les bonnes pratiques, c'est beaucoup plus d'aller vers la foresterie urbaine, genre intégrer la cohabitation des plantes avec des humains. Voilà, dans tout ce que nous voulons faire, que ce soit décapage du sol, action pour pouvoir occuper l'espace, qu'on réserve au moins une partie pour les plantes qui vont peut-être séquestrer le carbone et aider à nous fournir un environnement un peu plus rafraîchissant. Donc, au niveau des feux de végétation, comme on l'avait dit, que les agriculteurs, même les forestiers, il faudra aller vers les pare-feux, les plans de gestion des feux de végétation. Les feux de végétation, dans leur globalité, tout n'est pas mauvais. On utilise le feu pour beaucoup aussi de choses aussi en bien. Mais arriver à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il y a ça, l'érosion côtière, le projet WACA avec le schéma du directeur du littoral nous oriente suffisamment sur ce sens. Donc, je crois que c'est tout. Oui, voilà. Et au niveau du système lagunaire, au niveau du lac, il faudra aussi recommander à ce que les gens ne jettent pas les choses dans la mer. La pollution, rien n'est pas bien du tout. Et là aussi, vous pouvez maintenant parler des ressources en eau, en ce sens en même temps. Oui, parce que s'il y a pollution, il y a automatiquement contamination des espèces qu'il y a dans l'eau. Et ces espèces-là, nous les consommons. Donc c'est tout un schéma. Parfois, on pense faire du mal à l'eau. Mais quand on rentre, alors que nous-mêmes, on se tue à petits coups. Donc, c'est ça. En ce sens, nous tirons vers la fin de cette émission. Alors, quel serait votre mot à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement? Donc, je vais seulement dire un grand merci à ceux qui nous suivent actuellement. Donc, le merci est partagé. Moi aussi, je reçois aussi vos salutations. Donc, nous sommes là pour ces questions de changement climatique. Nous continuons à creuser et nous cherchons à avoir davantage où nous en sommes avec les changements climatiques. N'hésitez pas à nous contacter. Mais si vous avez besoin d'informations, appui et tout autre. Merci beaucoup. Nous disons merci à M. Yao Konko. Il est le président de l'association APED, Action pour l'environnement et le développement durable, et il travaille au ministère de l'Agriculture. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et tout, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir et bonne fête à toutes et à tous.